Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais être très technique et je vais commencer par un aspect qui est un petit peu polémique, même beaucoup, qui est une des solutions que l'on préconise aujourd'hui pour rétablir de manière durable et définitive la continuité écologique, qui est l'effacement des ouvrages. Donc j'attaque directement par un petit bout de la lorgnette, avec des aspects très techniques. L'objectif de cette présentation, donc, c'est de vous présenter les avantages et les inconvénients de l'effacement, non pas pour faire peur, et pour vous empêcher de faire des effacements. Ouh là là, il y a des risques, attention, on ne va pas le faire. C'est juste pour vous donner quelques éléments sur la façon d'aborder ces risques, de les prévoir et justement de les éviter, parce qu'on a notamment un retour d'expérience important des Américains qui font ça depuis 40 ans, et on sait par des publications scientifiques qu'il y a eu quelques cas d'effacement qui se sont soldés par des échecs, parce qu'ils n'avaient pas prévu et pas anticipé certains risques. Donc c'est pour ça que je pense que si on veut faire du travail correct, il faut les connaître, les anticiper. On ne les a pas sur toutes les rivières, mais on a certains types de cours d'eau qui peuvent, lorsque l'on va travailler sur les seuils qui sont présents sur ces cours d'eau, qui peuvent se traduire par des petits problèmes, donc bien les anticiper. Alors, tout d'abord, je vais parler des petits ouvrages, donc des seuils. Les seuils sont des ouvrages fixes ou mobiles qui barrent tout ou partie du limineur d'un cours d'eau. Donc, en général, ce sont des ouvrages de petite dimension, puisque les plus grands cours d'eau de France ont des berges qui font au maximum 5 mètres de haut. Donc, on a un ouvrage qui va uniquement créer une petite retenue dans l'emprise du plein bord. Donc, c'est ce que l'on appelle les seuils. On l'a déjà dit plusieurs fois, on recense aujourd'hui 60 000 ouvrages, mais certains de mes collègues estiment qu'il y en a peut-être le double, donc qui sont des ouvrages de type seuil qui vont bloquer le limineur des cours d'eau. Le ROE, donc, est une base de données nationale qui justement permet de prendre en compte et de localiser ces ouvrages. Et puis on a les barrages, donc, qui sont des ouvrages qui barrent non seulement le limineur, mais une grande partie de la vallée. Donc ce sont des ouvrages qui sont généralement plus hauts. Là, on en recense à peu près 700 en France. Ce sont pour la plupart des ouvrages hydroélectriques, mais certains ont d'autres usages, comme l'alimentation en eau potable, par exemple. Donc aujourd'hui, je vais parler plutôt de l'effacement des seuils, parce que l'effacement des barrages, c'est quelque chose d'encore plus complexe, mais certains éléments que je vais présenter ici seront aussi valables pour l'effacement des barrages. Alors, quelques mots d'abord sur la typologie des systèmes hydrauliques auxquels on a à faire face en France, parce qu'ils vont induire aussi différentes solutions d'effacement. On parle aussi de dérasement, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc on a des ouvrages au fil de l'eau dont le fonctionnement généralement est simple et qui vont être assez faciles à effacer, du moins techniquement. Et puis on a des ouvrages en dérivation où on peut avoir un ou plusieurs biefs. On compte parfois 10 biefs qui partent d'un même ouvrage et puis qui partent en sous-bief ensuite. Donc juste deux photos pour illustrer le cas le plus simple, un ouvrage au fil de l'eau. Et puis le cas le plus compliqué, j'ai vu qu'il y a des personnes du bassin de la Velle, on a un ouvrage qui va dériver vers d'autres ouvrages et ainsi de suite. Et là, si on veut s'attaquer à un ouvrage, eh bien forcément, on va remettre en question tout le fonctionnement hydraulique de l'ensemble du système. Donc ça devient très compliqué, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer de trouver des solutions, mais on rentre dans du très complexe. Alors ensuite, on a une typologie des seuils. Donc là, c'était les systèmes hydrauliques. Et on a aussi des seuils qui peuvent avoir des formes différentes. Alors, on a des seuils qui ont une dominante fixe. On va voir quelques photos après, que l'on trouve dans des régions qui sont plutôt des régions à débit de crue élevé, à cours d'eau dynamique, sur lesquelles d'ailleurs il y a beaucoup de transport solide en général, donc ça va poser des problèmes notamment en termes de diffusion des sédiments qui sont bloqués derrière les ouvrages. Et puis on a des seuils à dominante mobile, que l'on trouve notamment dans la région, qui sont des régions avec des débits plus faibles, des cours d'eau qui ont une dynamique plus modérée, une moindre puissance. Donc voilà des exemples d'ouvrages à dominante fixe. Alors ici, c'est un seuil en béton, mais on a des seuils anciens qui sont en pierre, avec généralement sur un côté ou l'autre une petite vanne de décharge. C'est la seule partie mobile de l'ouvrage. Et puis, on a des ouvrages qui ont une dominante mobile. Il y a toujours une partie fixe, et notamment un radier sous les vannes. Mais ce sont des ouvrages qui sont plus faciles à manœuvrer. On peut déjà commencer à simplement relever les vannes et on va déjà gagner une certaine continuité écologique et un certain gain sur l'aspect habitat en amont de l'ouvrage. On a vu fleurir aussi dans les années 80 les clapets, donc qui sont des systèmes mobiles aussi, qui sont plus ou moins automatisés, asservis au débit, qui peuvent s'abaisser en période de crue par exemple, qui sont aussi assez faciles techniquement à supprimer. Alors, quelques mots sur les impacts des ouvrages. Pour ceux que ça intéresse d'aller un peu plus dans le détail, j'ai écrit un petit article l'an dernier pour un colloque AST qui avait lieu à Nice. Donc, il est disponible dans la salle dans laquelle on a mangé. Donc, pour aller très très vite, on considère que les seuils en rivière ont 3 effets physiques. Ils ont un effet d'abord sur les flux, ils modifient les flux liquides, solides et biologiques. Finalement, c'est cet effet flux qui se rapproche le plus du concept de continuité écologique qu'on vient d'évoquer. Mais ils n'ont pas que cet effet négatif, ils ont aussi un effet retenu qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'ils créent à leur amont des plans d'eau en lieu et place
d'un fonctionnement de cours d'eau avec ce qu'on appelle des faciès d'écoulement diversifiés. Eh bien, au lieu d'avoir 1 km d'alternance de radier, de plat, de mouille, on a 1 km de plan d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet retenu, avec des effets chimiques, écologiques et morphologiques induits, le réchauffement de l'eau, l'aggravation des effets de l'eutrophisation, la sédimentation, etc. Et puis le troisième effet, c'est un effet point dur, il bloque localement la dynamique fluviale, et cette dynamique fluviale est très importante pour la qualité des milieux et le bon état écologique des cours d'eau. Donc ces effets physiques, flux, retenue, point dur, ont des impacts hydromorphologiques et écologiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces impacts parce que je n'ai pas le temps, j'aurais bien voulu, mais on est un petit peu limité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces effets ne sont pas systématiques. On a certains cours d'eau où on va avoir uniquement un effet flux, d'autres on va avoir un effet flux-retenue, d'autres on aura les 3 effets. Donc c'est du cas par cas, on ne peut pas généraliser, de même qu'on ne pourra pas généraliser d'ailleurs les solutions. Alors, les remèdes possibles aux impacts négatifs des seuils. Le bilan, je sais que ça va peut-être déclencher un petit peu de discussion tout à l'heure. Le bilan globalement des seuils est négatif. C'est un constat qui est fait en France, mais largement partout dans le monde, puisqu'on n'est pas les seuls à s'attaquer à ce problème. J'en ai parlé tout à l'heure et je finirai là-dessus. Les Américains ont commencé il y a déjà 40 ans à effacer un grand nombre de barrages, avec une augmentation spectaculaire des programmes d'effacement depuis les années 90. Donc dans la plupart des cas, lorsqu'on n'a pas d'intérêt économique, et on a vu, alors les chiffres vont être affinés dans les prochaines années, qu'au moins 50% des ouvrages n'ont plus d'usage économique, moi j'irais jusqu'à 70%. On a des chiffres récents en Espagne, 66% des seuils en Espagne n'ont plus d'usage économique, en tout cas plus l'usage pour lequel ils ont été construits depuis le Moyen-Âge jusqu'en gros au 19e siècle. Et donc quand il n'y a pas d'intérêt économique, quand il n'y a pas d'intérêt majeur sur le plan du patrimoine ou du paysage, la meilleure solution, et j'en reste convaincu, c'est de supprimer le seuil. Donc c'est ce qu'on appelle le dérasement. On entend souvent le terme effacement, c'est pour ça que j'ai préféré utiliser celui d'effacement qui est plus commun. Et si on ne peut pas effacer ou déraser, à ce moment-là, on arrase. Alors, les passes à poissons ne permettent de résoudre qu'une petite partie de l'effet flux, c'est-à-dire qu'elles vont résoudre le problème de transit des biocénoses aquatiques de l'amont vers l'aval, de l'aval vers l'amont. Elles ne vont pas résoudre ni les effets retenus, ni les effets point durs, ni les autres effets flux sur les sédiments et sur les modifications des débits liquides. Donc, l'arasement est une solution intéressante, intermédiaire. Donc on enlève juste une partie du seuil. Ça permet de regagner à la fois une franchissabilité et puis de l'habitat dans l'emprise de la retenue. Mais la solution la plus efficace, et là aussi on commence à avoir beaucoup de retours d'expérience scientifique, la solution la plus efficace et qui donne des résultats rapides, c'est la suppression définitive de l'ouvrage. Alors par contre, il y a des inconvénients, il y a des avantages, je vais les détailler, ça va assez vite, ils sont assez bien connus. Il y a des inconvénients, il y a des risques lorsqu'on dérase ou qu'on efface un ouvrage, et il suffit de bien les connaître pour les anticiper, bien les gérer et éviter des dysfonctionnements. Comme le disait M. Pustelnik, ce n'est pas la peine de proposer une solution qui va aggraver finalement les problèmes, donc il faut toujours être bien attentif à bien connaître ces risques et à bien les gérer. Alors les avantages, très rapidement, on va avoir une restauration définitive de la franchissabilité par les poissons, par les sédiments, par les canoës. Il faut savoir qu'il y a des risques de franchissement sur les seuils par les canoës. Il n'est pas rare qu'il y ait 1 ou 2 morts par an parmi les touristes qui font du canoë-kayak qui sont pris dans le remous des ouvrages. On va restaurer le fonctionnement écologique naturel dans l'emprise de l'ancienne retenue, c'est-à-dire que l'effet retenue va disparaître, on va retrouver un fonctionnement naturel avec des faciès d'écoulement dans le lit mineur naturel, avec des bancs alluviaux qui vont être plus ou moins végétalisés. Donc tout l'écosystème rivière va se reconstituer et généralement va se reconstituer assez vite, dès la première année, sur les exemples que l'on connaît, sur lesquels on a du retour d'expérience. En France, vous verrez aussi, il y a le recueil d'expériences hydromorphologiques qui est disponible dans la salle en bas. On a une 20-25 cas de retour d'expérience qui montrent les résultats très positifs de ces effacements par rapport à la restauration des habitats, indépendamment de la simple continuité des habitats dans l'ancienne retenue. On réduit les effets de l'eutrophisation, on réduit les effets de l'envasement, donc on a une liste d'avantages qui sont maintenant assez bien connus, assez bien documentés. Alors les inconvénients éventuels, là encore, ces inconvénients ne sont pas systématiques sur tous les types d'ouvrages, dans toutes les régions, dans toutes les typologies de cours d'eau. Moi j'ai recensé, à partir de la bibliographie puis de ma propre expérience, à peu près 10 principaux types d'inconvénients qu'on peut appeler risques éventuels de l'effacement d'ouvrages. Donc je vais les présenter rapidement, puis je vais les détailler ensuite. Donc l'érosion régressive, on en a parlé, Guy Pustelnik en a parlé tout à l'heure, c'est un des risques connus que l'on peut maîtriser. On peut avoir une réactivation de l'érosion latérale qui s'était calmée depuis l'époque de construction du seuil, qui va se réactiver lorsque l'ouvrage va disparaître. Donc on va avoir des effets d'érosion latérale dans des
propriétés privées, foncières, qui peuvent être des bois, mais aussi des champs, voire des zones urbanisées. Donc attention, on peut avoir un risque de suralluvionnement en aval. C'est le point que les Américains ont mis en premier dans les risques éventuels de la suppression d'ouvrages. On peut avoir un affaissement de la nappe d'accompagnement en amont, de la nappe phréatique, donc qui située dans le lit majeur du cours d'eau. On peut avoir une remise en cause de l'équilibre écologique mise en place depuis l'installation du seuil. Donc là aussi, Guy Pustelnik disait qu'on a des seuils qui ont plusieurs siècles. Effectivement, ces seuils ont créé un nouvel équilibre. Alors, il faut faire attention. Est-ce qu'on veut détruire cet équilibre? Est-ce qu'on risque de le détruire? Et puis finalement, est-ce qu'on est gagnant à le détruire? Peut-être que oui. Peut-être qu'on peut regagner un autre fonctionnement écologique et puis perdre le fonctionnement écologique qui s'était installé. Donc ça, c'est aussi du cas par cas. Il faut faire attention. On a pas mal de cas aussi où la simple suppression de l'ouvrage ne va pas se traduire par des effets bénéfiques, notamment sur les cours d'eau qui ont été recalibrés dans la grande période des 30 glorieuses entre les années 50 et 80. Des cours d'eau ont été, leur largeur, leur profondeur a été multipliée par 2 ou par 3. On a mis des seuils, notamment des clapets, pour essayer de remonter un petit peu le niveau dans les années 80. Si on enlève ces clapets, on va se retrouver avec une lame d'eau étalée sur 15 mètres de large. Donc là, il faudra faire attention à prévoir aussi des travaux de restauration. On a une mortalité de la ripisylve qui peut être un des risques. Le remplacement, ça on rentre dans du social, c'est de l'hydromorpho-social. On remplace un paysage de plans d'eau par un paysage de cours d'eau, et c'est souvent assez mal vécu, ou en tout cas mal anticipé par les riverains. On a une réduction probable du volume de zones refuge pour les poissons, en tout cas pour certaines espèces de poissons. Et puis, un des derniers points qui revient assez souvent parmi les opposants à l'effacement d'un seuil localement, c'est qu'il peut y avoir des risques de déformation géotechnique avec des risques de destruction de certains ouvrages ou bâtiments en bordure de l'ancienne retenue. Donc là, on verra que pour l'instant, on a assez peu de données sur ce risque-là. Donc rapidement, je vais essayer d'être rapide, l'érosion régressive, donc ça c'est quelque chose qui est très connu, c'est un phénomène qui est étudié depuis des dizaines d'années, on est capable de le modéliser, on a des modèles mathématiques qui permettent d'évaluer cette érosion régressive, mais ce que l'on sait c'est que dans la plupart des cas, l'érosion régressive ne va se traduire que par une érosion dans le remous solide qui s'est créé dans la retenue, et généralement pas au-delà, sauf si en aval de l'ouvrage, il y a une érosion régressive qui vient de l'aval et qui provient d'anciennes extractions de granulats, par exemple. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc moi, j'ai identifié 4 configurations. Il y en a peut-être d'autres, hein, ce n'est pas forcément exhaustif. Donc le cas numéro 1, vous avez un ouvrage dans lequel vous avez une certaine masse de sédiments. Vous supprimez l'ouvrage, vous allez avoir une érosion régressive dans cette masse verdâtre. Et puis ces matériaux vont se propager vers l'aval. Bon, c'est quelque chose qui est assez simple, il n'y a pas de risque particulier associé à ce type d'ouvrage. Donc voilà un exemple d'effacement. Alors ça, c'est un peu plus qu'un seuil, c'est un étang en fait sur un cours d'eau. Donc on a simplement supprimé l'ouvrage. Une légère érosion régressive est partie dans l'emprise des sédiments accumulés dans la retenue, puis le cours d'eau est en train de se reformer à l'intérieur. C'était un peu le cas aussi de Saint-Étienne-du-Vigan sur l'Allier, qui donc a été radicalement effacé en 1998. Là aussi, il y a eu une érosion régressive assez rapide. En quelques jours, moi j'étais présent lors de l'effacement, en quelques jours, on a vu le front d'érosion qui remontait de plusieurs mètres par heure. Et puis à un moment donné, il s'est stabilisé. On est sur une rivière à forte pente avec une granulométrie grossière. Il est venu se stabiliser sur un fond rocheux avec des gros blocs et puis terminé. Comme il n'y avait pas d'enjeu en amont, ça ne posait pas de problème. Alors, on y reviendra après. Par contre, ça a généré un suralluvionnement en aval. C'est-à-dire tous les matériaux stockés dans la retenue, d'un seul coup, sont partis. En quelques semaines, quelques mois, sont partis en aval. Là encore, ce suralluvionnement qu'on voit bien ici n'a pas eu d'effet négatif, puisque à la fois, d'un point de vue biologique, ça a permis de recréer temporairement des zones intéressantes de frayère pour les poissons dans cette partie de sédimentation. Et puis, comme il n'y avait pas d'enjeu humain en bordure, puisqu'on est dans les gorges de l'Allier, il n'y a pas eu d'effet négatif de ce suralluvionnement. Le cas numéro 2, c'est un cas assez fréquent malgré tout, assez peu documenté, il faut l'avoir en tête pour les personnes qui travaillent dans des régions plutôt de moyenne montagne à fort transport solide. Vous pouvez avoir un remous solide très très long qui va bien au-delà du remous liquide ou de l'ancien remous liquide de la retenue. Ça peut remonter sur des kilomètres, ce remous solide. Alors là, c'est sûr que si vous supprimez l'ouvrage, vous allez avoir une érosion régressive sur tout le remous solide. Et donc cette érosion régressive peut remonter sur des kilomètres et puis atteindre des enjeux qui ont été installés au bord de la rivière depuis la construction du seuil. Si le seuil a 4 siècles, il est possible qu'autour de ce remous solide se soient installés des ponts, se soient installés des puits, etc. Donc là, l'effet de l'érosion régressive peut être assez pénalisant. Donc quelques exemples, ça c'est la Corrèze-Tulle, donc une rivière à forte pente, à forte puissance, avec pas mal de transport solide. On voit en aval
donc un ouvrage qui a été construit probablement avant le XVIIIe siècle, puisqu'il est présent sur la carte de Cassini. Et en amont, on a en vert le niveau du fond alluvial, donc qui est à peu près 1,20 m au-dessus de l'ancien fond alluvial qu'on a estimé, donc antérieur à ce premier aménagement, sur lequel ensuite sont venus se greffer d'autres seuils. Dans le cadre d'une étude de faisabilité, donc nous avons étudié avec le cabinet Biotech la possibilité de supprimer un certain nombre de ces ouvrages dans la traversée de la ville de Tulle. Et on a dit, écoutez, si on supprime le seuil de Souillac, vous allez avoir 1,20 m au moins, 1,20 m, 1,30 m d'érosion régressive dans toute la traversée de la ville. Donc ça veut dire qu'il faut refaire les quais, il faut refaire des protections de berges, des protections en béton. C'est intéressant, mais c'est très risqué, ça va coûter cher. Donc il a été décidé de ne supprimer que le seuil le plus amont, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui lui est dans une zone où il y a beaucoup moins d'enjeux, donc l'érosion régressive aura moins d'effets négatifs. Un autre cas de figure, ça c'est un cours d'eau du côté de Chambéry, donc c'est de la montagne, beaucoup de transport solide. Un seuil a été installé par les services des RTM, donc Restauration des terrains en montagne, à la fin du XIXe siècle, avec comme objectif de retenir les sédiments pour éviter qu'ils traversent la ville de Chambéry et aggravent les inondations. Donc ça a très bien marché, puisqu'on voit en bleu l'ancien niveau horizontal de la retenue, c'est un seuil qui fait 4 mètres de haut, et on voit qu'on a un nouveau plancher alluvial qui s'est créé, mais 4 mètres au-dessus de l'ancien. Ça veut dire que si on supprime l'ouvrage, il y a 4 mètres d'épaisseur de sédiments qui vont être érodés. Alors ça peut aller très très vite, ça peut se faire en quelques années sur des rivières de ce type de puissance. Donc il faut simplement le savoir, donc ça veut dire qu'il faut faire des mesures topographiques en amont, en aval, quand on est dans ce contexte géomorphologique. Le cas numéro 3, c'est un cas qui est très fréquent aussi en France, c'est quand on a un seuil dans un contexte de déséquilibre morphologique. C'est-à-dire qu'un seuil se situe dans une zone où il y a, par exemple, des endiguements en amont ou, comme c'est le cas ici, des érosions régressives provenant d'anciennes extractions de granulats en aval. Là, si on supprime le seuil complètement, si on le dérasse complètement, on risque d'avoir une érosion régressive qui va aller au-delà du simple remous solide, puisqu'elle provient déjà de l'aval. Donc là, c'est dangereux. Le principe, c'est de conserver un radier de fond pour éviter que cette érosion régressive venant de l'aval, et non pas générée par l'effacement du seuil, ne se propage très loin en amont. Donc c'est ce que nous avions proposé dans l'étude d'impact d'effacement du barrage de Maison Rouge. On savait qu'il y avait eu des extractions sur la Vienne en aval pendant plusieurs décennies. On s'est dit, on ne va pas prendre de risques, on ne va pas supprimer complètement tout l'ouvrage, on va garder un radier béton, au moins on aura une stabilisation du fond, et malgré tout, ce sera franchissable par les poissons et les sédiments, il n'y aura pas de souci. Le dernier cas, c'est le cas de l'oignon en Haute-Saône. Là, c'est un cas très complexe. Alors, je ne sais pas quelle est sa fréquence en France, mais quand vous avez des anciennes fosses d'extraction un petit peu partout sur le cours d'eau, et puis des seuils qui sont d'anciens seuils, parfois de forges ou de moulins, ces seuils-là, aujourd'hui, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils permettent de stabiliser le fond. Sur l'oignon, par exemple, les extractions sont allées jusqu'à 7 mètres sous le fond alluvial des années 40. Et donc, si on supprime un seuil, on a une érosion régressive qui va se traduire par un effet domino. Donc là, soit on ne supprime pas du tout, soit il faut vraiment garder un radier de fond très très costaud, voire même refaire un seuil. Alors on peut juste déraser un petit peu pour essayer de regagner un petit peu de lame d'eau, mais c'est un cas un petit peu extrême et que l'on peut rencontrer. Donc il faut faire très attention dans ce cas de figure à ne pas faire n'importe quoi. Et l'effacement peut être une solution qui peut avoir des effets très très négatifs. Donc le deuxième risque, c'est la réactivation de l'érosion latérale. Donc ça, je l'ai dit, je ne vais pas insister. En fait, l'effacement du seuil va permettre une reprise de ces processus qui sont notamment activés par les phénomènes de mise en charge et de décharge de la nappe d'accompagnement. Quand le seuil est présent, la nappe est en charge en permanence. Quand on abaisse le seuil, on a à nouveau des montées et des descentes de charge, et on sait que c'est un des éléments qui réactive l'érosion latérale. Donc il faut simplement le prévoir. Soit on définit un espace de mobilité dans la zone de l'ancienne retenue pour garantir cette mobilité, soit on fixe les berges pour éviter, s'il y a une demande sociale pour fixer les berges, pour éviter ce phénomène d'érosion latérale. Mais on sait que dans 80% des cas, lorsqu'on efface un seuil, on a ce phénomène de réactivation de la dynamique latérale. Alors, à ce phénomène de déstockage, premier risque, érosion régressive, deuxième risque, érosion latérale, tout ça, ça va générer une grosse quantité de sédiments qui va se propager vers l'aval. Alors là, il y a un certain nombre de risques associés à ce suralluvionnement, c'est-à-dire qu'on va relâcher dans la rivière, alors ça peut se faire en plusieurs temps. Sur les barrages à dominante fixe, on a tendance à faire ça en une fois, parce que ça coûte trop cher de revenir plusieurs fois, de supprimer une partie du seuil en béton ou en pierre. Donc généralement, on supprime tout d'un coup, et là, on se retrouve d'un coup avec des dizaines d'années de transport solide qui vont repartir à la rivière, et en quelques crues, on peut avoir des effets importants. Donc réduction de la capacité d'écoulement en crue, ça veut dire qu'on peut avoir une augmentation de la fréquence de crue.
risque d'obstruction des ponts, risque de bouchage d'exutoires de drains, de déversoirs d'orage de stations d'épuration, ça on l'a vu, hein, c'est déjà arrivé en France, avec les réseaux d'eau usée qui remontent dans les maisons, donc c'est pas très bon. Risque de colmatage des habitats aquatiques, avec des grosses quantités de sédiments, parfois fins, qui vont aller colmater des substrats plus grossiers. Il y a un aspect qualité des sédiments qui vont être largués aussi, Guy Pustelnik en a parlé. Mais en général, ces quatre problèmes sont assez temporaires, transitoires. C'est-à-dire qu'une fois que le système est enclenché, les sédiments se propagent vers l'aval. Par exemple, sur Saint-Étienne-du-Vigan, en quelques années, toute la masse sédimentaire s'est disloquée. On avait à peu près 30 ou 40 000 m3 de sédiments. Et puis elle s'est disloquée en petites vagues sédimentaires qui se sont propagées vers l'aval tranquillement. Sur Maison Rouge, on a 900 000 m3 de sédiments sablo-graveleux qui sont partis sans générer de problème de suralluvionnement. Donc ça existe, il faut l'anticiper, on peut le prévoir et gérer éventuellement d'une certaine façon, soit en évacuant une partie des sédiments, soit en dérasant progressivement. Un autre aspect concerne l'affaissement de la nappe d'accompagnement en amont. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore assez mal documenté. Il y a peu de publications scientifiques là-dessus, mais il est à peu près certain que si on supprime un seuil, eh bien, on risque d'avoir un effet d'abaissement de la nappe, ou en tout cas le seuil avait eu un effet d'exhaussement artificiel de la nappe d'accompagnement. On le supprime, eh bien, on va revenir à des niveaux de nappe normaux, sauf que certains usages, par exemple comme certains puits de captage qui sont implantés dans le lit majeur à proximité de la retenue, eh bien, risquent d'être obligés de descendre un petit peu leur crépine pour retrouver le niveau normal de la nappe. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez mal référencé. Il y a quelques données scientifiques avec des modèles mathématiques qui permettent d'évaluer ce risque. C'est un risque qui n'est pas systématique parce qu'on a des retenues qui soit se sont naturellement sédimentées, enfin colmatées par des sédiments fins au cours des décennies ou des siècles d'existence, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de relation entre la nappe et la rivière, donc l'abaissement du seuil ne va pas générer d'abaissement de la nappe, soit parce que volontairement les biefs de retenue ont été colmatés dès leur création par les propriétaires des ouvrages, des moulins, qui voulaient conserver un volume d'eau suffisant, donc ils ne voulaient pas que l'eau parte dans la nappe. Donc attention, ce n'est pas systématique, il faut faire une petite étude pour vérifier s'il y a oui ou non une relation entre le niveau de la retenue et le niveau de la nappe. Alors, quelque chose qui est très mal connu aussi, je suis désolé, on a fait beaucoup de bibliographie ces derniers mois là-dessus, c'est l'équilibre écologique qui s'était mis en place depuis l'installation du seuil. Donc on a des ouvrages dont on sait qu'ils ont créé artificiellement des zones humides qui peuvent être intéressantes en amont du seuil. Eh bien, si on supprime le seuil, on va probablement vidanger la zone humide. C'est la même chose que l'effet sur la nappe. On sait aussi que la présence des seuils va favoriser l'inondation fréquente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une inondation du lit majeur tous les 2 ans ou 3 ans, comme c'est le cas sur les rivières naturelles, eh bien, la présence du seuil va permettre aux petites crues d'inonder plus souvent. Donc si on supprime le seuil, on aura moins d'effets de connexion. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte au cas par cas. Le cas des cours d'eau qui ont été recalibrés, rectifiés est important. C'est le cas ici, apparemment, je n'ai pas pu venir ce matin sur la visite de terrain, mais si vous avez un cours d'eau qui a été recalibré sur lequel on a mis un clapet pour rattraper un petit peu les effets négatifs du recalibrage, la simple suppression du clapet ne suffira pas. Il va falloir aussi faire des travaux connexes, reméandrer un petit peu, faire des banquettes alternées pour réduire une section d'écoulement qui généralement est trop importante par rapport au fonctionnement normal du cours d'eau. Donc ça aussi, c'est très facile à anticiper. On sait assez facilement faire le diagnostic de recalibrage et anticiper le risque ou le besoin de travaux connexes en complément de l'enlèvement de clapet, par exemple. La mortalité de la ripiscille, donc ça aussi, on a pas mal de données scientifiques là-dessus. Bon, c'est sûr que le fait que l'on abaisse le plan d'eau va générer ce type de situation. Alors ça peut être géré par recépage des arbres les moins déchaussés. Quand ils sont complètement déchaussés, il faut les couper parce que sinon c'est sûr qu'ils vont tomber dans la rivière avec des effets qui peuvent être très positifs, ça crée des embâcles, mais qui peuvent être négatifs aussi en aval. Donc là, il y a des méthodes qui permettent de gérer cette mortalité de la ripisylve. On a aussi un phénomène qui est morphosocial, c'est la disparition du paysage de plans d'eau auquel les riverains sont habitués et le remplacement par un cours d'eau naturel, ce que devrait être le cours d'eau si le seuil n'était pas construit, sauf que les riverains sont généralement habitués depuis leur naissance souvent à avoir un plan d'eau bien stable, quel que soit le débit. Et donc, ce que l'on fait en général, c'est qu'on essaie de faire des photomontages. On dit voilà l'état de la retenue aujourd'hui, donc on a cet effet retenue, un grand plan d'eau en amont, et voilà à quoi pourrait ressembler la rivière en fonction des options d'aménagement que l'on fera. Donc effectivement, c'est sûr que ça va se traduire par, au lieu d'avoir 50 mètres de large, on n'aura plus qu'un cours d'eau qui fera 3-4 mètres de large en débit moyen et puis peut-être 1 mètre en étiage. Mais c'est ça un vrai cours d'eau. Donc on essaie de faire ce type de présentation et puis de demander aux riverains ce qui leur plairait le mieux.
Bon, alors les photomontages, c'est bien joli, mais voilà, par exemple, ce qui s'est passé sur la Corrèze. Là, ce sont des photos assez anciennes. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des photos plus récentes ici. Moi, j'espérais voir arriver des alluvions. Pour l'instant, je ne les ai pas vues. Donc, on a encore quelque chose qui est assez homogène en amont. Donc, ça ne ressemble pas tout à fait au photomontage que l'on avait bricolé, parce qu'on n'est pas des spécialistes avec PaintShop. Mais l'idée, c'est voilà, de faire comprendre aux gens qu'un paysage de cours d'eau, finalement, ça a aussi un attrait intéressant, même s'ils sont habitués à voir un plan d'eau complètement, un effet miroir complètement stable. Le 9e point, c'est quelque chose qui revient très souvent, notamment c'est un argument de nombreux pêcheurs, qui est de dire, voilà, si vous supprimez le seuil, on n'aura plus de poissons, parce que grâce au seuil, il y a une certaine quantité d'habitat. Alors c'est vrai, il y a une certaine quantité d'habitat pour certaines espèces de poissons, donc les poissons qui affectionnent les plans d'eau. Donc les poissons de plans d'eau vont disparaître, c'est certain. Les carpes, on ne les trouvera plus à cet endroit-là. Par contre, on va avoir des zones refuges qui vont se recréer, des mouilles, donc qui sont des zones d'érosion, qui vont permettre de créer quand même des zones assez profondes dans lesquelles on aura des individus adultes, mais on aura un changement relativement drastique de type de peuplement de poissons. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez réel. Ce n'est pas toujours valide. On commence à avoir quelques données scientifiques sur le fait que finalement, même après arasement, on a une quantité de zones refuge qui est moindre, mais avec une plus forte biomasse à l'intérieur. Donc il n'est pas certain que la perte de zones refuge ou de quantité, de volume d'habitat se traduise par une perte de biomasse. Et puis le dernier point qui revient assez souvent aussi, c'est le risque donc de géotechnique. Si on abaisse le plan d'eau, la nappe descend et du coup on a un effet de dessiccation, les sols peuvent se tasser. Et il semble que ce soit le cas dans certains types de sols. Et depuis 2009, on dispose à l'échelle nationale, donc département par département, de ce type de carte élaborée par le BRGM suite à la sécheresse de 2003 pour essayer d'identifier les zones à risque de retrait-gonflement des argiles, qui sont les zones où peut se poser ce problème particulier de risque pour les bâtiments. Et donc je pense qu'en croisant les projets de d'effacement avec ces cartes-là, on peut déjà avoir une première idée du risque ou non par rapport à cet aspect-là. Alors là aussi, il faut quand même une petite étude complémentaire. Si vraiment on veut effacer complètement un ouvrage dans un secteur où il y a un certain nombre d'habitats, bon, c'est quand même pas idiot de faire venir un géotechnicien pour préciser les choses. Voilà, donc dans tous les cas, moi je considère qu'il est absolument nécessaire de faire une étude préalable pour déterminer par tronçon avantages et surtout inconvénients potentiels de l'arasement ou du dérasement, donc les probabilités d'érosion agressive, les probabilités d'augmentation de l'érosion latérale, le suralluvionnement, avec les enjeux concernés à chaque fois, les risques d'affaissement de la nappe, avec éventuellement un suivi piézométrique pour vérifier s'il y a bien des relations entre la nappe et la rivière. Et puis prévoir aussi des travaux connexes dans le cas de rivières qui ont été surcalibrées, sur lesquelles la seule suppression de l'ouvrage n'aura pas d'effet écologique ni morphologique attendu. Et donc, ça risque d'avoir finalement un écho assez négatif. Donc, autant s'en prémunir en prévoyant déjà directement ces travaux de restauration. Alors, je finis juste avec, pour vous montrer qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser à on est même un petit peu en retard par rapport à certains, à l'effacement des ouvrages. Donc, aux États-Unis, vous allez sur Internet, vous tapez dam removal et vous allez tomber sur des milliers d'articles scientifiques ou techniques sur ce que font notamment les Américains, les Australiens, qui sont en train d'effacer à tour de bras des barrages construits depuis à peine 30 ou 40 ans. Les Espagnols s'y mettent aussi depuis une dizaine d'années, mais ils publient très peu, ou alors en espagnol, ce qui fait qu'on ne connaît pas bien la littérature scientifique. Donc on n'est vraiment pas les seuls, ce n'est pas une question de mode française, hein. On est vraiment très très nombreux à se préoccuper de cet aspect barrage ou seuil. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre de ces études de cas, et puis on commence à avoir du retour d'expérience aussi en France. Alors, il y a même carrément des bouquins techniques qui sont édités aux États-Unis, donc Exploring Dam Removal Research, c'est-à-dire c'est des bouquins dédiés à la recherche sur l'effacement des seuils. Paying for Dam Removal, donc ça aussi c'est pour répondre à Guy Poustelnik. Il y a même des manuels sur la façon de trouver de l'argent pour faire des effacements de barrages. Alors, les Américains emploient indifféremment dam pour désigner ce qu'on appelle des seuils. Donc ils appellent ça small dam ou des barrages plus hauts. Donc on peut avoir des barrages qui font 100 mètres de haut. Les Australiens utilisent le terme de weir, W-E-I-R, donc c'est vraiment un terme spécifique aux petits ouvrages, aux petits seuils. Et on a même des sites internet aux États-Unis où on a une webcam, ici c'est sur un effacement de seuil, qui filme en permanence, heure par heure, des effacements d'ouvrages. Donc c'est assez intéressant de voir l'évolution. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis j'attends vos questions tout à l'heure, des compléments.